Bienvenue à Carte de visite. Il a fait la une des journaux et magazines à travers le pays. Il a été interviewé à toutes les chaînes québécoises et canadiennes. On a même parlé de lui dans les médias étrangers. Tout au long du printemps dernier, Gabriel Nadeau-Dubois était le visage du mouvement étudiant au Québec. Le printemps érable qui a vu des milliers de jeunes manifester dans les rues contre une hausse des frais de scolarité. Autant Gabriel Nadeau-Dubois a rallié des gens, autant il a été contesté par d'autres. Gabriel Nadeau-Dubois en a surpris plusieurs en août dernier en annonçant qu'il démissionnait comme un des porte-parole de la classe, un des syndicats étudiants. Une campagne électorale s'annonçait au Québec et pour lui, c'était le moment de passer à autre chose. J'ai rencontré celui qui a incarné la contestation étudiante à Toronto. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Je pense qu'on peut dire que 2012 a été une année très mouvementée pour vous, jusqu'à maintenant en tout cas. Ouais, Dites-moi, est-ce qu'il y a une vie après le mouvement étudiant, après la classe? Oui, il y a une vie. Il y a surtout, je dirais, le fait de retrouver, d'essayer de retrouver la vie qu'on avait avant. C'est sûr que ça a été des émotions très fortes. Puis moi, pour moi, personnellement aussi, ça a été beaucoup de changements. Ça a été d'apprendre à devenir une personnalité publique, ce qui était absolument pas prévu dans mes plans il y a de cela quelques mois. Mais oui, il y a une vie. Et puis, on se rend compte que ça continue. Il y a encore plein de beaux projets. Il y a la tournée canadienne de conférences que je fais présentement, mais il y a, dans les prochains mois, les prochaines années, je pense encore des gros défis à relever au Québec en termes de mobilisation sociale. Puis, je compte bien en faire partie encore. Retournons au début de l'année 2012. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé porte-parole de la classe, de ce mouvement étudiant? Moi, je m'implique dans le mouvement étudiant depuis 6 ans maintenant. Donc, j'ai commencé autour de 2006-2007. Et puis, oui, j'ai commencé à m'impliquer dans mon association étudiante dans mon cégep au Québec. Et puis, par la suite, je suis devenu responsable du Journal national étudiant, le journal de l'AC, en fait, qui est l'organisation qui est à la source de la classe. Et puis, je coordonnais un peu la production de ce journal-là. Et puis, par la suite, j'ai été élu sur l'exécutif de l'AC comme secrétaire aux communications et porte-parole. Ça, c'était en avril 2010. Et puis, lorsque la classe a été formée, donc en décembre 2011, j'ai été confirmé dans mes fonctions comme porte-parole de la classe. Et puis, la deuxième semaine de février à peu près, la grève a commencé. Puis c'est vraiment avec le début de la grève que tout ça a pris de l'ampleur. Et là, la classe et moi en particulier s'est mis à recevoir beaucoup d'attention médiatique. Et puis là, de fil en aiguille, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a attiré il y a quelques années au mouvement étudiant au niveau de l'idéologie? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Moi, je suis un produit du mouvement étudiant. Mes parents se sont rencontrés lorsqu'ils militaient dans le mouvement étudiant. Mon père est un militant syndical de très longue date, donc j'ai été élevé dans des valeurs de justice sociale, dans des valeurs de démocratie participative, dans des valeurs progressistes. Alors, ça n'a jamais vraiment, pour moi, été une question. Je me suis toujours impliqué partout où je suis passé. Puis au Québec, il faut comprendre que les associations étudiantes, généralement, sont considérées par les étudiants et les étudiantes comme leur voix dans l'espace public québécois, comme les personnes qui parlent en leur nom. Beaucoup plus qu'un parti politique ou qu'un syndicat, par exemple. Les associations étudiantes, vraiment, sont vues par les étudiants et les étudiantes comme leur première et peut-être même leur seule représentation politique. Donc, c'est assez naturel quand on est un militant progressiste au Québec de se retrouver d'une manière ou d'une autre dans son association étudiante. Donc, un peu par la force des choses, je me suis retrouvé sur l'exécutif de mon association collégiale et puis là, par la suite, j'ai jamais arrêté depuis. Février 2012, donc ça commence, la grève démarre et là, bon, vous l'avez dit, beaucoup d'attention médiatique. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'attendait à ce que ça devienne aussi gros que c'est devenu? Absolument pas. Absolument pas. Ça a été une grève surprenante à plusieurs points de vue, notamment sur le fait qu'elle a été aussi longue et aussi massive. Il y a déjà eu des grèves dans le mouvement étudiant, il y a déjà eu des très grandes grèves, mais quelque chose de cette ampleur-là, c'était absolument imprévisible. Et
De l'extérieur, ça peut être l'air très solide et très fort, mais il faut se rappeler que tout ça, quand même, repose sur peu. Je me rappelle le premier vote du premier cégep au Québec, à Valleyfield. J'étais dans la salle, et puis le premier vote de grève, on l'a gagné avec 12 voix de majorité. 12 voix de majorité sur une assemblée de au moins 1000-1500 personnes. Et si, évidemment, le premier vote est perdu, ça crée un effet boule de neige qui peut faire en sorte que les autres votes par la suite vont être également négatifs. Donc, le premier vote, c'est le vote le plus important. C'est comme ça pour le syndicat, c'est comme ça pour les associations étudiantes. Et le premier vote, on l'a gagné par 12 voix. Donc, oui, c'était très gros, mais c'est quelque chose qui s'est construit vraiment étape par étape. Et à plusieurs reprises, ça aurait bien pu ne pas fonctionner ou fonctionner pas mal moins bien que finalement ça a fonctionné. Donc, non, c'était imprévisible. Et même au début du mouvement, on ne savait pas que ça atteindrait cette grosseur-là. Et puis, à plusieurs moments dans la grève, on a cru que c'était terminé. Lorsqu'il y a eu la première offre faite par le gouvernement Charest, plusieurs ont pensé que peut-être les gens rentreraient en classe sur la base de cette offre-là. Lorsque la loi spéciale a été déposée, plusieurs croyaient que son adoption aurait l'effet d'un éteignoir sur la mobilisation. Et même nous, on le pensait. Mais à chaque fois, on a été surpris par le niveau de mobilisation des gens. À chaque fois, on a été surpris par la résilience vraiment de ces centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes qui bravaient la brutalité policière, qui bravaient le mépris des grands médias, qui bravaient souvent leur propre famille, des intempéries pour être dans la rue jour après jour pendant 6 mois. Puis ça nous a beaucoup impressionné. Ça m'a surpris de ma propre génération, en fait. Il y a eu, cependant, pendant cette grève, des moments difficiles. Il y a eu de la violence, il y a eu des blessés. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous étiez prêt pour ça? Quand on parle de violence, tout ça, il n'y a jamais une vitre d'hôpital qui a été brisée. Il n'y a jamais une vitre d'école primaire qui a été brisée. Qu'est-ce qui était pris pour cible? C'était des symboles très, très forts du système économique actuel. C'était les banques, c'était les postes de police, c'était vraiment des emblèmes du capitalisme, du système économique dans lequel on vit. Et ça, c'est pas un hasard. Donc, moi, ce que j'essaie toujours de faire quand ces situations-là arrivent, c'est essayer de comprendre à quel niveau d'exaspération et de rage on doit être rendu pour poser des gestes comme ça. Parce qu'il faut le rappeler, au début de la grève, c'était très, très, très calme, les manifestations. On était même surpris, nous, que ça soit aussi calme. Le 22 mars, par exemple, il n'y a pas eu un incident. Puis la grande majorité des manifestations étaient totalement pacifiques. Et il y a un moment donné où, après avoir manifesté pendant 10-15 semaines, sans se faire écouter, ça a pris 9 semaines au Québec à avoir une table de négociation. Pendant 9 semaines, il n'y avait aucun dialogue, aucune écoute. Le gouvernement faisait comme si ça n'existait tout simplement pas. Donc, évidemment, après, au bout de tout ça, les gens deviennent évidemment exaspérés. Et je me rappelle même un chroniqueur d'un des grands journaux au Québec qui avait écrit un éditorial après le 22 mars pour dire justement, là, ils ont fait une manifestation magnifique. Ils étaient 200 000 dans la bonne humeur la plus totale. Et là, il n'y a pas de table de négociation. Et je me rappelle qu'il finit son article en disant « Ne nous étonnons pas si dans quelques semaines, ça commence à brasser puis qu'il y a des roches qui commencent à voler dans les airs. » Pas que ce soit correct, pas que ce soit quelque chose avec lequel on est d'accord, mais peut-on vraiment s'en étonner quand on méprise les gens, quand on les écoute pas, quand la seule réponse qu'on a pour notre jeunesse, c'est de la frapper puis de la gazer, et après on s'étonne que ces gens-là répliquent? Il faut comprendre d'où ça vient aussi. Sinon, on pense que c'est des gens fâchés qui font des gestes irréfléchis, alors que je pense que c'est des gestes qui sont politiques. Mais est-ce qu'il est difficile de défendre cette violence? C'est sûr. Parce qu'en quelque part, c'était ça que vous aviez été obligé de faire. Mon organisation, la classe, m'a jamais demandé de défendre la violence. Et je ne l'ai jamais défendue. Ce que j'ai essayé de faire, c'est premièrement de faire la part des choses entre ce qui était des actions posées et revendiquées par la classe et ce qui était des actions, disons, autonomes, là,
d'étudiants et d'étudiantes qui font ça à titre individuel. Moi, c'était toujours ça ma priorité. Là, de dire, nous, notre manière de lutter, notre manière de faire, c'est celle-là. Il y a aussi ces gestes-là qui sont posés par d'autres gens, qui ne sont pas des gestes qui font partie de notre stratégie, ce ne sont pas la manière dont nous, généralement, on fait les choses, mais on essaie de comprendre pourquoi ces gens-là font ces gestes-là. Vous-même, vous avez été l'objet de critiques virulentes, l'objet de menaces même. La réalité, c'est que vous n'avez qu'une vingtaine d'années à ce moment-là. Comment est-ce que vous vivez ça, là? Bien, c'est sûr qu'avec l'attention médiatique, comme vous l'avez dit, vient aussi toutes sortes de critiques dans les médias, évidemment. Et ça a été une stratégie des libéraux que de me démoniser et de faire vraiment de moi littéralement un suppôt de Satan, là. Un porte-étendard de l'anarchie et du chaos, ce qui est évidemment loin d'être le cas, mais c'est vraiment ça l'image qu'on a fait de moi dans les médias. Ce qui fait que ça a donc suscité en effet une vague d'attaques personnelles, de menaces directes, répétées, menaces de mort très graves. Et donc, je dirais qu'au départ, ça m'a plutôt angoissé. Mais ça va avoir l'air drôle de dire ça, mais il est arrivé un moment où il y en avait tellement, puis il y en avait tellement tout le temps, qu'à un moment donné, j'ai juste réalisé qu'au fond, c'était un peu n'importe quoi, que c'est pas des gens qui étaient sérieux. C'est des gens qui parlaient derrière un écran, mais qui n'avaient pas le courage de même pas de venir m'adresser la parole. Fait que finalement, au bout du compte, j'ai plutôt arrêté d'y penser, puis je m'en suis pas trop fait avec ça. Évidemment, j'ai pris des mesures de sécurité. Durant la grève, je me promenais jamais seul. J'avais toujours des gens avec moi. Je faisais attention aux endroits publics, tout ça, évidemment. Mais sinon, il y a un moment où vraiment j'ai mis ça derrière moi. Et vos proches, vos parents, votre famille, comment eux y ont réagi durant toute cette période-là? Ça a été probablement beaucoup plus difficile pour ma famille que pour moi. Au sens où moi, j'étais dans l'action. Je me levais, je faisais des médias, je faisais des rencontres, je veux dire, de 5 heures le matin à minuit le soir, tous les jours pendant 6 mois. Donc, je veux dire, j'avais pas vraiment... Je lisais évidemment ce qui se passait, mais j'avais pas conscience des discussions, de l'ambiance qui était créée autour de moi. Tout ça, t'sais. Moi, je voyais les articles, je faisais les entrevues, mais pas plus que ça. Et donc, c'est vraiment pour mes parents que ça a été plus difficile. Ma famille est en quasi-totalité derrière les étudiants et les étudiantes. Ils portaient tous le carré rouge. Tout ça, et pas parce qu'ils me connaissaient, c'est des valeurs qui sont dans ma famille très, très profondément ancrées. Donc, c'était pas ça le problème. Le plus, c'est que eux pouvaient avoir, par exemple, des amis, des connaissances qui étaient pas mal moins sympathiques et qui allaient intervenir des fois très rudement. Même, je peux donner un exemple, la semaine dernière, ça fait pas très longtemps, quelqu'un a appelé chez ma grand-mère pour dire « Est-ce que c'est vrai que vous êtes la grand-mère de Gabriel Nadeau-Dubois? » Ma grand-mère, elle dit « Oui. » Et là, le monsieur se met à l'engueuler, à la traiter de tous les noms, puis ma grand-mère n'a jamais voulu répéter ce que le monsieur lui a dit, même pas à son mari, même pas à mon grand-père. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après, elle s'est mise à pleurer, puis qu'elle a appelé une de mes tantes pour lui demander de venir parce qu'elle avait peur. Donc ça, c'est un exemple. T'sais. Mais il y en a beaucoup des exemples comme ça. Donc c'est vraiment pour ma famille que ça a été plus difficile. Au cœur de la contestation étudiante au Québec au début de l'année, c'est une augmentation des frais de scolarité. Pourquoi les étudiants québécois, qu'on pourrait dire sont parmi les plus choyés au pays, si pas les plus choyés au pays, pourquoi ne peuvent-ils pas accepter au début de l'année une augmentation des frais de scolarité? La première question qu'il faut poser, je pense, pour répondre à cette question-là, c'est pourquoi est-ce que les étudiantes du Québec sont les plus choyés? Pourquoi est-ce que les frais de scolarité au Québec sont si bas? La raison, elle est simple. C'est parce qu'à chaque fois que les gouvernements tentent d'augmenter les frais de scolarité, il y a une mobilisation. Pas seulement une mobilisation étudiante, une mobilisation populaire, une mobilisation citoyenne pour dire justement, nous, on croit que l'éducation doit être accessible à tous et à toutes, peu importe le revenu. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une préoccupation qui fait profondément
partie de la culture québécoise. C'est une de nos fiertés comme peuple d'avoir un système d'éducation qui, premièrement, est unique au monde, qui est probablement une des principales clés de notre survivance culturelle et qui est très accessible, avec des cégeps qui sont gratuits. Le cégep est une institution typiquement québécoise, unique à travers le monde, dont le mouvement étudiant est extrêmement fier. Une institution qui d'ailleurs a été créée dans la foulée d'une grève étudiante en 1968. Donc, vraiment, les cégeps qui sont gratuits et un système universitaire public sur tout le territoire québécois avec des frais de scolarité fixés par l'État qui sont volontairement plus bas qu'ailleurs pour que si vous êtes un étudiant au Québec, peu importe le métier de vos parents, vous avez accès facilement à l'université. Vous n'avez pas besoin de vous arracher le dos à travailler. Vous n'avez pas besoin de vous endetter d'une manière incroyable. L'éducation, de la maternelle au doctorat, c'est un droit et vous pouvez y aller. Mais la hausse qui a été annoncée au début de l'année, elle est une hausse, elle n'est pas faramineuse, cette hausse-là. C'est une hausse assez timide. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Oh. Je ne sais pas si c'est une hausse timide. C'est quand même la plus grande, c'est la plus grosse hausse de l'histoire du Québec. C'est quand même une hausse de 75 % des frais de scolarité. Une hausse de 75 % répartie sur 5 ans. Donc, on double pratiquement les frais de scolarité, là. Et ça, c'est pas négligeable comme augmentation. C'est 1 600 $ de plus à chaque année pour aller à l'université au Québec. Donc, évidemment, je pense que c'est significatif comme montant. Et puis, selon les études que nous, on a, que nous, on a sous la main, une augmentation de cette ampleur-là pourrait priver environ 80 000 personnes d'aller à l'université, ce qui est quand même pas rien, là. C'est quand même un nombre significatif de gens. Ce qu'on a vu, notamment en Ontario, lorsque les frais de scolarité ont augmenté, c'est absolument désastreux. C'est premièrement une diminution importante du nombre d'étudiants et d'étudiantes qui proviennent de la classe moyenne. Deuxièmement, une diminution importante des étudiants et des étudiantes qui viennent des régions éloignées. Parce que c'est des gens pour qui aller à l'université, ça coûte plus cher, parce que vous devez vous déraciner de votre communauté, aller trouver un appartement, un nouveau travail, bon, etc. Donc, moins d'étudiants de la classe moyenne, moins d'étudiants des régions. Et également moins d'étudiants de première génération, c'est-à-dire moins d'étudiants qui sont les premiers de leur famille à aller à l'université. Et ça, c'est les impacts que ça a eu partout à travers le monde lorsqu'il y a eu des hausses des frais de scolarité, y compris au Québec en 1990. Au Québec, on a un taux de fréquentation post-secondaire 9 % supérieur à la moyenne canadienne. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui entreprennent des études après le secondaire que partout à travers le reste du Canada. Parce qu'on a des cégeps gratuits et des bas frais de scolarité universitaire. Le système québécois est un système qui a fait ses preuves en termes d'accessibilité à l'éducation et vouloir rejoindre la moyenne canadienne en termes de frais de scolarité, ça risque aussi de vouloir dire rejoindre la moyenne canadienne de la fréquentation post-secondaire et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les jeunes au Québec. Est-ce que les étudiants ont une part de responsabilité envers leurs frais de scolarité? Est-ce qu'ils doivent payer une partie de leurs études? Moi, je pense que oui. Les étudiants ont une part à faire dans le financement de leur éducation. Mais cette part-là, ils doivent la faire lorsqu'ils ont les moyens de la faire et le temps de la faire. Et ça veut dire pas pendant les études. Les études, ça devrait être un temps de notre vie où on étudie, où on se dédie à notre sujet de recherche ou à notre intérêt pour la médecine, la philosophie, les lettres, les langues, l'ingénierie. Et ça devrait être ça notre occupation, étudier. On ne devrait pas aussi avoir à travailler 40 heures semaine pour payer ses frais de scolarité, ce qui fait qu'on a moins de temps pour étudier. Ça devrait être une occupation et c'est pour ça, je pense, que l'éducation devrait être gratuite. Et la part des étudiants, ils la feront, oui, mais après les études, par un mécanisme qui existe déjà, qui permet à chaque individu de faire sa part dans le financement de l'éducation et de tous les autres services publics, et ça s'appelle l'impôt. Et ce à quoi on assiste depuis les dernières décennies au Québec et au Canada, c'est à un changement de système.
C'est-à-dire, on va réduire les impôts, pas les impôts de tout le monde, surtout les impôts des plus riches, des grandes corporations. La classe moyenne, elle, a eu peu de baisse d'impôts, mais quand même, on baisse les impôts. L'État, de cette manière-là, se prive de revenus et après ça, finance les programmes publics comme l'éducation, la santé, à l'utilisation. C'est ce qu'on appelle le fameux principe utilisateur-payeur. Je me rappelle, il y avait un analyste politique au Québec qui disait « L'éducation, c'est comme une pinte de lait. Tu choisis laquelle tu veux acheter, tu choisis quelle marque, puis tu y vas. » Mais nous, c'est à cette vision-là de l'éducation qu'on s'oppose. On dit non, l'éducation, c'est pas une pinte de lait. C'est pas une marchandise, c'est pas quelque chose que tu achètes, c'est même pas un service que tu contractes. L'éducation, c'est un devoir qu'une société a envers sa relève. C'est ce que la société doit. C'est une dette de la société aux jeunes. C'est-à-dire, notre responsabilité comme société, c'est de vous donner les outils pour comprendre la société, puis pour agir à l'intérieur de la société. Et ça passe par l'éducation. Puis pas juste la maternelle, ça veut aussi dire donner les clés de l'université à tout le monde. On entend souvent dire que la jeune génération est désintéressée par la politique, qu'elle est apolitique. Est-ce que le mouvement étudiant qu'on a vu au début de l'année au Québec, est-ce que c'est là pour rester ou ce n'était qu'un feu de paille? Moi, je pense que toute cette histoire-là de jeunesse apolitique, je pense sincèrement que c'était le rôle qu'on voulait nous faire jouer. C'était le programme que l'élite avait pour nous. Je pense que ce qu'on a démontré, c'est que c'était pas la réalité. Bien avant des manifestations, moi, ce qui m'a impressionné ce printemps, c'est les assemblées générales. J'ai vu des milliers de personnes se rassembler à chaque semaine, vraiment par dizaines de milliers en fait, débattre avec une maturité, une profondeur incroyable, prendre une décision et la respecter. Et quand je compare la profondeur de ces débats-là aux débats qu'on a entendus durant la campagne électorale, ça me frappe. Parce que je me rends compte que nos politiciens, qui sont toujours en train de dire que les jeunes ne participent pas puis que c'est donc un problème, au fond, sont la source de ça par leur discours vide, par leurs promesses sans aucun sens, alors que moi, ce que j'ai vu de ma génération, c'est l'inverse. C'est des gens qui ont des valeurs, des débats incroyables. Gabriel Nadeau-Dubois, vous avez été le visage de cette contestation étudiante pendant des mois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ça vous a ouvert des portes jusqu'à un certain point? Bien, je pense que ce serait malhonnête de ma part de dire que ma vie est la même, que j'ai pas plus d'opportunités, j'ai pas plus d'attention. C'est sûr que c'est un conflit qui m'a, malgré moi, malgré mon organisation, malgré le mouvement lui-même, qui m'a projeté à l'avant de la scène. Puis évidemment, toute cette attention médiatique-là, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, ça m'a ouvert des horizons, ouvert des portes. Et ça, je pense pas que ce soit nécessairement mal. L'enjeu, la question, c'est plutôt qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, c'est la même chose que l'attention médiatique, où je pense que j'ai été surmédiatisé. Après ça, qu'est-ce que je fais avec cette attention-là? Comment je l'utilise? Pour promouvoir quelles idées? Pour servir quels intérêts? Pour servir mes intérêts personnels? Pour servir les intérêts des gens autour de moi? Ou pour servir les intérêts de la collectivité québécoise? Et moi, oui, ça m'a ouvert des portes. Oui, ça m'a fait rencontrer des gens. Puis ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de prendre ça comme une opportunité de changer les choses. Est-ce que vous êtes retourné aux études? Oui, je suis retourné aux études. Bien, j'y retourne en fait, on est le 1er octobre aujourd'hui, donc en théorie, je commence les cours aujourd'hui. Je vais rater ma première journée de cours à cause de la tournée canadienne, mais dès la semaine prochaine, je suis de retour en classe comme un étudiant. C'est comme ça que je me considère. Vous avez vécu beaucoup de choses au cours des derniers mois. Est-ce qu'il y a une chose, une leçon que vous tirez des derniers mois qui va rester avec vous pour toujours? Probablement la grande leçon, le grand enseignement de cette grève-là pour moi, en fait, c'est ce que cette grève-là m'a légué, c'est une confiance en ma génération. Vous savez, à force d'entendre dans les médias qu'on est une génération apolitique, puis cynique, à force de l'entendre, on finit par le croire. Puis on regarde autour de nous et c'est tout ce qu'on voit. On regarde nos collègues, on regarde nos amis, notre famille et on voit ça. On dit, ben oui, c'est vrai. Et là, après
ce que j'ai vu dans les 6 derniers mois au Québec, ce dont j'ai été un des témoins privilégiés, j'ai vraiment une confiance. J'ai vraiment confiance en mes collègues de classe. J'ai confiance en ma génération. Je sais maintenant, je les connais. C'est des gens qui vont continuer à se mobiliser pour la justice sociale, pour l'égalité, pour la liberté collective. Je sais que ces gens-là vont être là. Je les ai vus dans des assemblées accepter de faire des sacrifices incroyables pour une cause dans laquelle ils croyaient. Souvent, alors qu'ils pouvaient payer l'augmentation des frais de scolarité. Il ne s'agissait plus de ça après un certain moment. Il s'agissait juste de se tenir debout. Et ça, et c'est très rare que je le suis, ça me rend extrêmement optimiste pour la suite. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup. Merci beaucoup.